Bienvenue dans cette nouvelle exploration proposée par Wikipodcast. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une figure majeure et assez énigmatique de la littérature américaine, Howard Phillips Lovecraft. L'objectif, c'est vraiment de brosser un portrait rapide, de comprendre les points clés de sa vie, son œuvre, en se basant sur ce qu'on sait. C'est quelqu'un d'incontournable, son influence est immense. Stephen King disait de lui, je crois, le plus grand artisan du récit classique d'horreur du XXe siècle. C'est pas rien. Absolument. Et pour vraiment cerner son importance, il faut comprendre ce concept qu'il a forgé, l'horreur cosmique. Cette idée, assez glaçante en fait, que l'humanité est juste une poussière, insignifiante face à un cosmos gigantesque, totalement indifférent et qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça le cœur de ce qu'on appelle souvent le mythe de Cthulhu, même si le terme vient plutôt de Derlet après lui. Mais l'idée est là, l'homme n'est plus au centre. Alors, revenons au début. Sa vie commence à Providence en 1890. Une enfance compliquée, hein. Son père est interné très tôt. Oui, probablement pour une syphilis non traitée qui l'emporte assez vite. Du coup, il est élevé par sa mère, ses tantes et surtout son grand-père maternel, Whipple Phillips. Ah oui, ce grand-père, il est fondamental. C'est lui qui l'éveille à la littérature classique, aux histoires gothiques. Ça explique en partie sa précocité intellectuelle, assez incroyable. Il aurait écrit des poèmes dès 6 ans apparemment. Mais à côté de ça, il y avait une santé très fragile, une scolarité chaotique, un enfant brillant mais très sensible, très retiré aussi parfois. Et puis, le grand-père meurt en 1904. C'est un choc. Et la famille connaît des difficultés financières ensuite. Un très gros choc, oui. Et le déclin financier est réel. Tout ça mène à une dépression nerveuse vers 1908 qui l'empêche de finir le lycée. Donc pas d'université pour lui, et ça l'a beaucoup marqué. C'était une source de honte. Tout à fait. Il entre alors dans une période d'isolement, assez radicale. Presque 5 ans où il vit quasiment reclus chez lui. Ce qui va le sortir de là, paradoxalement, c'est le journalisme amateur. Il rejoint l'UPA, une association de presse amateur, en 1914. Ça le remet en contact avec des gens, ça le stimule, et ça le pousse à se remettre à écrire de la fiction. La Tombe, Dagon, ça date de cette période. C'est aussi le début de son immense correspondance. Il échangeait avec énormément d'auteurs. Des noms connus comme Robert Bloch, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard. Exactement. Un réseau très important pour lui. Mais les épreuves ne sont pas finies. Sa mère, à son tour, développe des problèmes psychologiques et elle meurt en 1921. Encore un coup très dur, oui. Dévastateur même. Pourtant, peu après, il y a ce mariage avec Sonia Green en 1924. Et le déménagement à New York. Une nouvelle vie, une tentative en tout cas. Mais New York, ça ne passe pas. Pas du tout. Les difficultés financières persistent, mais surtout, il développe une aversion profonde pour la ville, sa diversité. Son racisme, déjà présent, s'exacerbe là-bas. Ça se ressent dans certaines nouvelles, lui ou la fameuse horreur à Radouk. Bref, l'expérience new-yorkaise est un échec. Et ça mène à la séparation, puis au divorce. Oui, il finit par rentrer à Providence en 1926. Et là, retour aux sources. Et paradoxalement, c'est sa période la plus productive. Au 10 Barn Street, il écrit ses œuvres les plus célèbres, souvent publiées dans Weird Tales. C'est ça. C'est là qu'il livre le cœur de son mythe. Mais la galère financière continue. Il vit très chichement, il fait beaucoup de ghostwriting, de révisions pour d'autres auteurs pour survivre. Ce n'était pas facile. La fin de sa vie est plutôt sombre aussi. Le suicide de son ami Robert H. Howard en 1936 l'affecte énormément. Oui, profondément. Et peu de temps après, on lui diagnostique un cancer de l'intestin déjà avancé. La malnutrition chronique n'a rien arrangé. Il meurt dans de grandes souffrances en 1937. D'ailleurs, cette image qu'on a parfois du reclus de Providence, elle est à nuancer. Ah oui. Oui, malgré sa pauvreté, sa correspondance montre qu'il a quand même pas mal voyagé sur la fin de sa vie. Québec, Charleston, la Floride. Il n'était pas totalement cloîtré. D'accord. Et dans ses œuvres, on retrouve toujours ces thèmes oppressants, le savoir interdit qui rend fou, l'hérédité maudite, le destin contre lequel on ne peut rien. De cette vision cosmique assez vertigineuse, il y a les aspects plus controversés de l'homme lui-même. Il faut en parler, je pense, pour être complet. Son racisme, par exemple, est très documenté. Ses lettres sont explicites sur ses opinions concernant les immigrés, les juifs, les afro-américains. C'est assez violent. Oui, certains ont même cherché à lier ça à sa création littéraire. Houellebecq, par exemple, suggère un lien entre cette haine et une forme de transe poétique. C'est une interprétation. Ce qui est factuel, c'est que ses opinions existent, elles sont dans ses écrits privés. Pareil pour ses opinions politiques. On trouve dans sa correspondance, à une certaine période, des propos admiratifs envers Hitler.
Il faut le dire, ce sont des faits documentés. Ça fait partie du tableau complexe du personnage, sans porter de jugement ici, juste constater. C'est ce décalage qui est troublant, non? Entre l'auteur qui imagine cet univers immense, indifférent, qui dépasse tellement l'humain, et l'homme lui-même qui semble si ancré dans les préjugés de son temps et de son milieu, des préjugés assez étroits finalement. C'est toute la complexité, oui. Comment concilier l'immensité de cette vision cosmique avec les petitesses, les aspects sombres de l'individu Lovecraft? Ou comment celui qui décrit un univers indifférent peut avoir des convictions sociales et raciales aussi tranchées et, disons-le, haineuses? Il n'y a pas de réponse facile, et c'est peut-être ça aussi qui continue de nous fasciner et de nous mettre mal à l'aise avec Lovecraft. Cette tension permanente. Un héritage littéraire colossal donc, mais qui émane d'une vie marquée par le malheur personnel et de profondes contradictions. Voilà qui termine notre rapide survol pour Wikipodcast.